Bonsoir tout le monde, bonsoir Juliette, on est ravis de t'avoir dans notre groupe, d'abord comme membre du groupe, et puis aussi d'avoir lu Les enfants de la vie, notre lecture commune en français pour le mois de juin. Juliette, je te laisse vite fait la parole parce que tu as des engagements et je te laisse te présenter. Oui, Juliette est un auteur franco-libanaise. Donc, tu nous présentes un petit peu ton parcours. oui, oui. Donc, je suis franco-libanaise, j'ai 35 ans. Je suis orthophoniste de formation. C'est un métier que j'ai exercé pendant 10 ans auprès d'adultes et d'enfants. Et j'ai toujours eu une attirance comme ça pour les mots, le langage euh, et les histoires qu'on peut raconter. J'ai commencé à écrire très très tôt. C'était des poèmes ou des histoires pour enfants. J'écrivais un journal hebdomadaire aussi avec ma sœur. Enfin, des petites choses comme ça. Et c'est devenu une affaire sérieuse quand j'étais ado, donc à 17 ans. Je me souviens très bien puisque c'était en juillet 2006 pendant la deuxième guerre du Liban. C'est une année où on aurait dû y aller, on n'a pas été. Et en fait, ça m'a traumatisée à distance, je sais pas si on peut dire comme ça. Et donc j'ai commencé à écrire mon premier roman, Le nom de mon père, que je n'ai repris après qu'en 2018, parce que à 17 ans, j'avais quand même tout un tas d'occupations, y compris mon bac, donc j'avais pas de temps pour l'écriture. Et entre 2018 et 2020, j'ai recommencé à écrire très très activement et ça s'est plus arrêté en fait. J'ai publié mon premier roman, puis il y a eu Les enfants de la vie. Entre-temps, il y a eu un recueil de nouvelles. J'ai mis de côté l'orthophonie pour me consacrer à l'écriture. Je donne beaucoup d'ateliers littéraires dans les collèges, lycées, parfois en librairie, en médiathèque. Souvent autour des thèmes de l'identité, de l'exil, de la quête de soi, mais ça peut être très variable. Et puis, je suis engagée au Cèdre Solidarity, qui est un fonds de dotation qui œuvre pour le Liban. Moi, je m'occupe plus particulièrement de développer des projets culturels et éducatifs. Bon, c'est un peu compliqué là en ce moment, mais en tout cas, sur le papier, disons, on a de bonnes idées et on a vraiment des envies d'action à long terme. Donc, par exemple, des correspondances entre les jeunes Français et Libanais, des échanges autour de la francophonie, des jeux en français. Enfin, voilà, c'est vraiment mon, mon axe de travail. Je te remercie pour cette présentation, Juliette. Je vais commencer déjà par ma question. On a beaucoup, on va parler bien sûr des enfants de la vie. Je le présente là. On a beaucoup écrit sur la quinzaine d'années noires, on va dire, qu'a traversé le Liban. Que voulais-tu, toi, apporter à la littérature déjà foisonnante en écrivant sur ce thème? Euh, je voulais, en fait, d'abord c'était pour moi. Je voulais comprendre parce que écrire une fiction qui se base sur des faits réels, ça implique des recherches. Et en fait, ces recherches-là, je les ai faites dans le but de comprendre pour pouvoir écrire ma fiction sur des faits les plus objectifs possibles, les plus solides possibles. Et après cette phase de compréhension de l'histoire de mon pays, en fait, qui est quand même très compliquée, j'avais envie de donner parole à des enfants. Je voulais que ce soit des voix d'enfants qu'on entend peut-être moins dans la littérature, même si j'ai pas lu tout ce qui existe évidemment. Mais je voulais que ce soit ce point de vue-là qui est aussi mon point de vue et mes premières rencontres entre guillemets avec la guerre du Liban. J'avais envie que ça reparte de ça. Je voulais que ce soit absolument une fiction, mais je savais où j'allais et donc je voulais aussi qu'il y ait cette part de réalité, surtout après avoir écrit Le nom de mon père, qui était vraiment le roman qui sublime, qui met en avant et en lumière mon pays. Non pas que les enfants de la ville ne le fassent pas, mais c'est différent. On reviendra justement à la thématique des enfants avec une question que posera Lilia. Mais on va rester encore dans
des thèmes un peu généraux. Avec la question de Hejr qui n'a pas pu assister, elle te demande donc, étant donné que les lecteurs de vos romans sont généralement des Occidentaux et beaucoup de références pourraient leur échapper, contrairement à nous qui connaissons plus ou moins bien l'histoire du Liban, trouvez-vous que ça a des répercussions dans l'écriture de vos romans? Est-ce que c'est difficile de mettre un lecteur étranger dans cette ambiance? Et comment avez-vous travaillé pour construire tout ce monde pour un lecteur qui n'a jamais mis les pieds au Liban? Et entre parenthèses, Hélène, qui est russe, elle s'est reconnue dans cette question. Oui, c'est très intéressant comme question. En fait, j'ai presque envie de dire que j'ai commencé par moi-même, ne connaissant que peu ou de loin cette histoire-là. En grandissant, j'ai vraiment eu un besoin de compréhension. Et quand j'ai écrit ce livre, je pensais en fait à un lecteur qui ne connaîtrait pas le Liban, ou alors un lecteur qui aurait déjà lu le premier et qui connaîtrait ce beau, là, ce merveilleux que je mets en avant. Mais je me disais, il faut que je plante un décor qui est historique et complexe, chargé. Il faut que je le plante simplement, ce qui est en soi un gros défi. Et puis, il faut pas que ça ressemble à un cours. C'est pas le but. Le but, c'est d'emmener mon lecteur avec moi dans une histoire et d'en apprendre davantage. C'est pas un exercice simple, mais dès lors que ça a été assez clair dans mon esprit, cette histoire euh, du Proche-Orient et du Liban en particulier, j'ai eu l'impression que c'était pas si difficile de planter ce décor et d'immerger mon lecteur. Mais il est arrivé qu'on me dise que bah, voilà, si on ne connaît pas le Liban, ça peut être un peu complexe, ou il y a peut-être des termes ou des noms à chercher dans le dictionnaire ou faire des recherches. Et je trouve que c'est aussi intéressant de laisser cette part-là potentiellement au lecteur, enfin, voilà, d'aller au-delà des pages, disons. Mais en écrivant tes romans, tu t'adresses au lecteur en général, pas forcément, tu te mets pas dans l'objectif d'écrire que pour le lecteur occidental. Non, pas du tout. Je m'adresse à tous les lecteurs, non. D'accord. Peut-être Lilia, on va inverser l'ordre des questions et poser la question par rapport justement à l'écriture à hauteur d'enfant. Ah, d'accord, ok. Euh, coucou Juliette. Donc en fait, dans ton roman, finalement, les héros sont des enfants. C'est ce que tu disais. Tu voulais que ce soit un enfant qui parle et voir un petit peu l'histoire par le biais d'un enfant. Et comme tu l'as aussi dit, tu mènes beaucoup d'ateliers avec des élèves, notamment des collégiens, à propos, autour du livre Les enfants de la vie. Mm. Et certaines de nos lectrices qui ont lu le livre ont reproché un petit peu cette écriture un petit peu collégiale, où tu vois, les personnages sont tranchés. Le méchant est vraiment méchant, il est moche, il a les dents jaunes. Le héros qui est gentil, il est beau, il réussit tout dans sa vie. Il est vraiment, c'est le gendre parfait ou la belle-fille parfaite, si tu veux. Et on se demandait si c'était justement, si ces personnages aussi tranchés, c'était dû justement parce que c'est un enfant qui raconte l'histoire et dans la vision d'un enfant, c'est ça, c'est ainsi, c'est aussi tranché que ça. Ou bien est-ce que c'est vraiment pour t'adresser au plus grand nombre de lecteurs, donc aussi bien les collégiens que les lecteurs un petit peu plus pointilleux? Euh, c'est très intéressant comme question. C'est quelque chose qu'on m'a déjà dit, et surtout avec le nom de mon père. Je pense que la première chose, c'est que quand j'écris, je pense que c'est un de peut-être de mes points à travailler en tant que jeune autrice. C'est ça, mes personnages, ils sont toujours très, très dessinés dans ma tête. Je les connais bien. Enfin, ils sont, pour moi, ils sont très particuliers, assez uniques. Ils m'apparaissent pas comme étant si tranchés. Mais je me rends bien compte que quand je les décris à travers le livre, ils le sont malgré tout. Pour les enfants de la vie, c'est difficile parce qu'il ne faut pas que j'en dise trop, mais oui, c'était volontaire parce que c'est Georges qui raconte, parce qu'il le voit de ses yeux de Georges, de ses yeux d'enfant, de ses yeux de jeune adulte, parce qu'il a une certaine naïveté en lui que j'ai eue moi-même, une image aussi de ce que peut être la guerre qui est, bah, ce sont les méchants, bah oui, mais au Liban, les méchants, en fait, il y en a plein. Euh,
Et nous, enfin nous, les enfants, Georges et Joumana, nous, on grandit dans ce espèce de bouclier là, de chair et d'amour où tout est tendre, tout est beau. Donc, ce contraste-là, il était très voulu. Et maintenant, je pense qu'il y a aussi une part de moi, pour revenir au premier point, qui ne le veut pas vraiment, en fait. Qui le fait. Je crois que je ne sais pas encore créer des personnages qui soient beaux, charismatiques, mais des anti-héros quand même. C'est un travail personnel d'écrivaine, ça, je pense. Un point à travailler, en tout cas. C'est vrai que le personnage, enfin le personnage de Georges, sincèrement, au début, je me disais, mais c'est pas possible, c'est le gendre idéal. J'ai pas de fille, mais j'aimerais que mon beau-fils soit. Et c'est pas possible d'avoir un garçon aussi gentil, aussi aimant sa famille, sa sœur, studieux. Et c'est vrai que bon, quand on a beaucoup lu et qu'on a traversé beaucoup de personnages, celui-là nous semble un petit peu idéal au point qu'on n'y croit pas. Et c'est vrai que c'était un peu le reproche que je faisais aux enfants de la vie. En revanche, la fin m'a surprise et j'ai pu quand même voilà, me dire, tiens, maintenant je comprends certaines choses. Voilà, mais on laissera la question Oui. de la fin pour après. Toujours dans le thème, tu as prononcé une phrase, tu as dit, les personnages, je les dessine dans ma tête. Et je passe la parole à Hélène qui a une question justement sur à peu près ta façon de travailler. Hmm. Oui, Juliette. En fait, tout en lisant, on sait que, bon, roman, c'est une définition, hein. Mais quand tu décrivais les dessins de Jumana qu'elle avait fait donc, pour cet article que les étudiants préparaient, Mhm. les dessins m'ont paru aussi palpables, vrais, que je me suis demandé, est-ce qu'il y a eu les images qui t'ont inspiré ces dessins-là? Parce que presque je cherchais dans le livre une illustration, quelque chose. À tel point, pour moi, c'était lancinant presque. Donc, je voulais demander, est-ce que vraiment ces deux dessins de Jumana existent quelque part ou c'est vraiment ton imagination qui a créé ces dessins? Non, c'est complètement mon imagination. Donc, tant mieux si j'ai réussi à ce que ce soit réel. Maintenant, je pense que c'est quand même, et je saurais pas dire d'où ça vient, mais je pense que c'est quand même nourri d'images que j'ai dû voir forcément. Euh, Là, je pense comme ça dans le film Kill Bill, parfois il y a des parties qui sont un peu façon bande dessinée. Et j'ai l'impression que c'est ce genre d'image Mhm. qui peut parfois passer dans mon esprit et qui me permet en tout cas de décrire comme si je voyais le film et de décrire. Peut-être que c'est ce qui s'est passé pour ces scènes-là, mais les dessins n'existent pas. Euh, je me suis aussi imaginé si je commandais un dessin de cette scène à quelqu'un, à quoi est-ce que je voudrais que ça ressemble. Ah oui. Voilà. Mais Mhm. non, non, il n'existe pas. Non. Euh, D'ailleurs, Juliette, En tout cas, c'était bien réussi, hein. Merci. à la fin du livre, il y a ce dessin-là. Et Oui. moi, en fermant le livre, je m'attendais sincèrement à trouver les deux dessins à la fin du livre de Joumana. Peut-être pour une prochaine édition, y penser. C'est une très bonne idée. Ouais. C'est une très bonne idée, mais la difficulté que j'aurais, c'est, mais bon, d'après ce que me dit Hélène, ça devrait aller, ce serait vraiment d'arriver presque à ce que la personne qui dessine voit dans ma tête ce que je veux qu'elle dessine. Et j'aurais presque peur d'être, pas d'être déçue, mais du coup, d'imprimer dans mon esprit une nouvelle image, un nouveau dessin de ce que moi j'avais imaginé. Oui. C'est, Ça, c'est, c'est en amont de l'écriture. Cette difficulté se poserait en amont. Mais là, puisque tu as fini de d'écrire et tout, ouais. un dessin C'est pour déjà une fait. prochaine Si quelqu'un édition. veut se lancer, Bah, s'il y a une Joumana dans notre groupe, on reste toujours dans le contenu du livre parce que bon, j'ai chamboulé un petit peu l'ordre des questions. Et après, on passera à quelque chose d'un peu plus général. Zainab, elle a une question à poser sur le thème de la cuisine. Bonjour Juliette. En fait, avant de commencer, je voulais dire que bon, j'ai
j'ai commencé le livre, après je me suis arrêtée, puis après j'ai recommencé la lecture et j'avais ressenti comme si j'avais perdu le fil. Parce que d'habitude, quand je commence un livre, je veux vraiment le terminer. Et du coup, quand j'ai commencé la deuxième fois, je l'ai terminé en un coup, quoi. Donc, je vais dire que il m'a accompagné pendant 2 nuits et je viens juste de le terminer. Donc, c'est pour ça que c'est encore chaud. Ce que j'avais beaucoup aimé, moi qui adore la cuisine libanaise, c'est qu'elle est très présente dans le roman. Et à chaque fois où il y avait un passage où on parlait de la cuisine, je me rappelais les plats, parce que quand j'ai visité le Liban pendant 3 fois, et pendant les 3 fois où j'étais au Liban, j'ai mangé pas que au restaurant, mais chez des amis. Donc c'était vraiment des plats cuisinés avec amour. Alors, ma question c'est, est-ce pour vous une manière d'afficher votre appartenance au Liban ou la cuisine est une institution et une transmission des parents à leurs enfants? C'est exactement les deux. C'est-à-dire que mes origines libanaises m'ont été transmises, donc pour le coup par mon père, je dirais presque à commencer par la cuisine. J'ai l'impression que se tisse autour des plats libanais, des plats familiaux, du moindre aliment, une histoire qui va avec. Alors une histoire de famille, une transmission de recettes, une histoire je sais pas, de fabrication, de récolte. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est un des piliers de ce qu'un père, en tout cas, veut transmettre à ses enfants de ses origines libanaises, mais pas seulement au Liban, hein. J'ai aussi remarqué ça dans d'autres pays euh, du bassin méditerranéen, mais ça doit exister partout ailleurs, j'imagine. Et aussi parce que du coup, comme je connais bien cette cuisine, que j'essaye parfois moi-même l'exercice de cuisiner, ce qui n'est pas toujours une réussite, mais comme je m'en imprègne beaucoup, et ben en fait, ça fait aussi partie de mon identité et ça me permet de me sentir plus libanaise aussi. Je pense que c'est vraiment un mélange des deux. D'ailleurs, j'ai apprécié les passages en disant plus libanaise, les passages où tu as écrit les répliques en libanais. Bon, déjà parce que on adore tous ce dialecte, n'est-ce pas? Il nous faut être complexés, nous, les Tunisiens et plus généralement les Maghrébins, parce que c'est plus chantant, c'est plus classe, on va dire. Je sais pas, je suis pas d'accord, moi. Bah, J'aime plus les c'est ce qu'on dit sonorités nous. du... C'est ce qu'on dit nous. Et puis parce que aussi, c'était ça, tu nous mettais vraiment dans l'ambiance du pays. On va rester dans le déroulé des événements avec la question de Hélène sur le cercle littéraire. Oui, pareil, c'est de la curiosité de lectrice que j'ai éprouvée, parce que tu décris tout l'intérieur du roman est basé sur ce cercle d'étudiants, donc journalistes, qui sont manipulés par un professeur, voilà, qui appartient à un groupe extrémiste et qui essaye d'utiliser à ses fins à lui. Et je voulais te demander mais vraiment d'où sort cette idée que dans l'université, il y a un professeur assez respecté en plus qui appartient à une famille d'extrémistes. Et est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est ton imagination où il y a eu les faits réels qui ont pu inspirer cette situation? Parce que ça m'a beaucoup, voilà, ça donnait du mystère et de la violence en même temps dans le récit. Et je voulais savoir, il y a peut-être eu des histoires comme ça au Liban, parce que comme je suis assez extérieure à ces problématiques, peut-être quelque chose que j'ai pas connu, des faits réels. Encore une fois, j'ai tout inventé. Ça me paraissait... En fait, je cherchais... Comment dire ça? Je cherchais quelque chose de suffisamment gros, euh, Mhm, presque impossible, euh, pour tisser l'intrigue. Il fallait que ce soit énorme. Je ne sais pas du tout si ça a existé au Liban. Sincèrement, mhm, j'en ai aucune idée. Je crois que je préfère même pas savoir. Mais, mais j'ai peur d'en dire trop, mais il fallait que ce soit énorme, que ce soit un prof mhm, respecté
mais qui a cette part sombre, alors qu'il peut être il est quand même très impressionné par Georges. Georges, cet élève parfait, il le complimente, et puis progressivement, effectivement, il le manipule. Et, euh, et presque aux yeux de tous, je veux dire, c'est une université, tout le monde pourrait le voir et personne ne voit rien. Ça, j'ai exagéré en fait les traits de cet aspect-là de l'histoire, Mhm. mais je l'ai inventé. Alors, Juliette, on va parler de ce que Oui, tu... mais bon, en même temps, ouais, pardon. Pardon, Hélène, tu as un problème de connexion, ce qui fait que tu es un peu décalée. Excuse-moi, vas-y. Pas grave. Non, mais je voulais juste dire que c'est vrai dans le sens que beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans les mouvements extrémistes, c'est souvent par les adultes qui ont un ascendant sur eux et qui ont plus de connaissances. Donc, dans ce sens-là, peut-être ça pourrait exister aussi, hein, entre autres. Mm. Oui, et puis ça peut faire penser aussi aux jeunes qui se radicalisent. Et c'est vrai que j'ai écrit ce roman-là en 2020. Bon, c'était, enfin, il y avait eu beaucoup d'événements aussi en France dans les années avant qui pouvaient laisser mon imagination courir. C'est vrai que c'est préoccupant. Comment est-ce qu'on peut se faire manipuler à ce point-là? Euh, je pense que j'invente, c'est sûr. Moi, j'ai l'impression que ça me vient comme ça, mais c'est très certainement nourri par les actualités, mes lectures. Enfin, c'est certain. Oui, donc je te disais, Juliette, on va passer à ce que tu n'as pas inventé, malheureusement, et ce sont donc les événements politiques qu'a traversé le Liban. Tu t'es focalisé sur 3 événements, certes majeurs, dans l'histoire du Liban, Sabra et Shatila, le bus et l'assassinat de Jmaïl. Est-ce que ça résume l'histoire du Liban pour toi? Non, non. L'histoire du Liban, pour moi, elle est tellement complexe il me faudrait des années et des années, je pense, pour essayer d'en maîtriser tous les tenants et aboutissants. En fait, j'ai fait 6 mois de recherche pour ce livre. Donc, j'ai commencé à écrire un peu parce que j'avais une structure en tête, et puis je me suis bien rendu compte il me manquait cet aspect de connaissance géopolitique. Donc, j'ai mis en pause l'écriture pour vraiment me consacrer à la recherche. Et en fait, ces événements-là sont ressortis parce qu'ils sont forts dans l'histoire du Liban. Mais heureusement, non, on ne peut pas résumer la guerre civile uniquement par ça. Il y a tellement d'influences extérieures, tellement comment je pourrais dire, d'effets boule de neige aussi sur des faits. Enfin, c'est tellement obscur et abscon, cette histoire, que je voulais pas non plus. Enfin, je voulais camper le décor de la guerre et je voulais pas non plus perdre mon lecteur dans trop d'explications. Donc, j'ai pris des faits qui sont forts et puis des faits qui m'ont marqué. Je pense surtout à Sabra et Shatila parce que la première fois que moi je suis passée devant les camps, j'étais gamine et c'est pas quelque chose qu'on oublie. Et puis, et puis c'était très choquant, bien sûr. Et il y a beaucoup d'écrits, en fait, dans mes recherches. Je suis tombée sur beaucoup de témoignages et d'écrits. Alors, très, très difficile pour moi de trouver des écrits objectifs. Je pense que parfois, ils ne l'étaient pas tous. Mais ça reste un événement marquant, euh, choquant, comme il en existe beaucoup, et même actuellement. Et c'est aussi pour ça, je voulais qu'il y ait de la résonance. Alors, évidemment, en 2020, je ne m'imaginais pas autant, mais je voulais qu'il y ait de la résonance quand même avec ce qui se passe dans le monde. Voilà, il a été publié fin 2023 et c'était... On en Voilà, c'est... reparlera justement de cette résonance et de l'actualité du roman. Je reste toujours dans le récit et tu as concentré le récit sur les Kateb, les phalangistes. Est-ce un parti pris, euh, les Palestiniens et les Syriens dans tout ça? Euh, non, c'est pas un parti pris, c'est parce que ça campe l'histoire du personnage du professeur. Euh, c'est parce que c'est aussi une partie de l'histoire du Liban qui m'a passionnée, de découvrir en fait ce parti, de comprendre du coup les autres partis, comment ça fonctionnait, et de pas trop m'éparpiller aussi. Euh, les Palestiniens, les Syriens, je sais à quel point tout ça s'entremêle et se retrouve sur ce terrain de jeu Liban, on va dire.
Je pense que c'était surtout parce que j'ai trouvé une satisfaction en moi, personnelle, hein, à comprendre cette partie-là de l'histoire. Et c'est peut-être pour ça que j'ai ce focus-là. Ce n'est pas parce que c'est quand même très... c'est un brasier que si tu commences à le toucher, tu allumes tout. Bah, je voulais pas aller trop loin, justement, dans le brasier. Et c'est aussi le sens du propos de Georges, c'est-à-dire que jusqu'où va sa liberté d'expression et jusqu'où est-ce que quand même il peut se permettre d'obéir à ce professeur-là parce que effectivement une étincelle et tout flambe. Mhm. Et Euh, je voulais qu'on le sente. Ça pouvait être dangereux comme sujet, mais il ne m'a pas échappé la rime entre Jmaïl et Rmaïl, le professeur. En revanche, je n'ai pas saisi le rapprochement. Est-ce que Jmaïl était un sanguinaire comme Joseph? J'étais un peu perdue. Est-ce que tu as fait exprès de faire enfin, assonante? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. non. Ramael, c'est donc le nom du professeur, hein, c'est un nom qui est un nom de personnage qui est dans ma tête depuis un certain moment. Il a un peu modifié, enfin je l'ai un peu modifié, pardon. C'était pas forcément Ramael, je sais plus exactement. Ça finissait en Yel quand même. Alors sans doute parce que Gemaïel, un nom qui est connu, donc c'est vraiment une histoire de rime pour le coup. Mais Joseph Ramael n'est pas un Gemayel. Et je ne me sers pas d'un personnage pour dénoncer autre chose. Je ne me sers pas des personnages pour dénoncer, de toute façon. Mhm. Euh, Il y a, après, il y a eu ce risque, en tout cas dans ma tête, hein, parce que je oui, me bien sûr. disais, elle l'a pas, c'est pas innocent. Un choix comme ça n'est pas innocent. Donc j'ai préféré te poser la question. Oui, non, mais tu fais bien. Je pense que c'est. Non, je pense que c'est pas innocent. Je pense que ça, c'est un petit peu comme l'histoire des dessins tout à l'heure ou des faits marquants. C'est des choses qui restent en tête aussi. C'est un nom connu, Gemayel. C'est une histoire aussi de cette famille et de son implication dans la guerre que j'ai compris en écrivant mon livre et qui sans doute m'est resté. Mais Joseph reste un personnage. Et moi, je prétends pas du tout ni dénoncer, ni revendiquer quoi que ce soit. Mais j'entends bien que ça puisse être un peu Interprété. perturbant à la lecture, forcément. Justement, Zainab, elle avait une question à poser au sujet de Joseph. Oui. Donc Joseph a eu recours à la manipulation pour faire de Georges son pion. Si on regarde ce qui se passe au Liban ou ailleurs où il y a la guerre, la manipulation n'a-t-elle pas été toujours un point de départ pour aboutir aux fins sanguinaires? Et penses-tu que nous sommes tous manipulés d'une façon ou d'une autre pour adhérer à telle ou telle idéologie? Euh, non, je pense pas qu'on soit tous manipulés d'une façon ou d'une autre. En tout cas, je refuse de croire ça. Euh, la première partie de la question, c'est pas qu'elle m'a échappé, c'est que j'ai perdu ma réponse. Est-ce que tu veux bien me reposer le début de la question, s'il te plaît? Ouais. Donc, c'était la manipulation n'a-t-elle pas été toujours un point de départ pour aboutir aux fins sanguinaires? Oui, je ne sais pas si ça a été un point de départ, mais je suis à peu près persuadée que bah, pour monter un mauvais acte, il faut quand même qu'il y ait du complot. Donc, il faut quand même que des personnes arrivent à embrigader d'autres personnes. C'est un peu de ça que je suis partie. Euh, Est-ce que ça mène forcément à des fins sanguinaires? Je ne sais pas. Euh, Ça me fait penser aux révolutions de 2019 qu'il y a eu au Liban. Euh, En fait, cet élan d'espoir des jeunes qui sont descendus en disant non, on ne nous taxera pas sur WhatsApp, pas une fois de plus, bah, quelque part, c'est un peu, bah non, on ne sera pas manipulable, non. Et là, du coup, on se lève tous unis derrière notre drapeau contre un gouvernement. C'était plus comment dire, dans l'autre sens que j'ai voulu que les lecteurs peut-être prennent conscience de ça, que ben non, justement, on n'est pas tous manipulables. Parce que mine de rien, Georges, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il est pas en confort avec cette situation-là. Et moi, je crois très fort, et encore une fois, c'est mon avis, je crois que le Liban peut surmonter tout ça et peut être un pays qui un jour ira bien. Et la force, c'est sa jeunesse. Et justement parce qu'elle a ce recul,
ce questionnement, ce petit pas de côté par rapport à ce qu'on lui dit, entre guillemets, ce que le gouvernement dit, ce que les infos disent. Et justement, parce qu'il est pas, enfin, cette jeunesse n'est pas forcément manipulable, je trouve qu'on se remet beaucoup en question, tous, hein, enfin, pas que les Libanais, je veux dire. Justement, tous. Tu fais bien de Je le peux dire. ajouter, Pardon, je peux, vas-y. ouais. En fait, par rapport à cette question, c'est que par rapport au Liban, moi je remarque que généralement, euh, vu la différence qui existe, que ce soit par rapport à la religion, par rapport aux différents partis, par rapport même aux lois, pour être président, il faut être de telle appartenance, pour être premier ministre, etc., chef de gouvernement. Donc j'ai toujours pensé, même quand je discutais avec mes amis libanais, je leur disais à chaque fois, la phrase que je sortais à chaque fois, c'était si le problème d'appartenance religieuse n'existait plus, le Liban serait finalement hors du danger. Parce que à chaque fois, si on revient au départ du problème, on va voir que c'est toujours cette histoire d'idéologie et cette histoire d'appartenance. C'est que finalement, quand je parlais de manipulation par rapport à ma question, c'est Mhm. que parfois ils n'arrivent pas à faire la part des choses et c'est toujours finalement cette entre guillemets cette manipulation par rapport à leur appartenance. Donc, je pense que s'ils arrivent à se détacher de ça, je pense que ça sera vraiment un énorme pas pour un Liban vraiment meilleur, quoi. Mais c'est aussi l'espoir que j'ai. Je partage cet avis-là. Et c'est pour ça que je parlais des révolutions quand je dis tous unis derrière un drapeau. Quelles Mm. que soient les confessions, tout le monde est descendu dans la rue. Et là, il y a vraiment eu un espoir pour le pays. Et moi, je suis, enfin, je veux dire, je pourrais être moi aussi manipulée quand je fais mes recherches d'écrivaine, là, toute seule, un peu dans mon coin. Je pourrais me dire que tel ou tel parti est le plus mauvais ou tel parti est le meilleur. Je pourrais raisonner comme ça. Et en fait, quand je rencontre les Libanais, quand je me confronte à la diaspora, je me rends compte que c'est obsolète comme modèle de fonctionnement pour le pays. Mais moi, je suis d'accord. Bien sûr qu'il faudrait que tous derrière un drapeau, on est une nation. Et je le trouve beaucoup et ça me donne beaucoup d'espoir pour croire encore que quelque chose est changeable au Liban. Juliette, tu as dit on n'est pas tous manipulés et c'est pas que au Liban. À l'heure où on parle maintenant, les premiers résultats sont tombés des législatives en France avec le RN qui arrive en tête avec 34%. Je suis désolée de vous l'annoncer en direct. Lilia avait une question justement sur l'actualité de ton roman par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé avant. Vas-y, Lilia. Oui, ben, en fait, j'ai remarqué que ton roman colle un peu à l'actualité. Bien malgré lui, mais voilà. Il est sorti quelques jours après les attaques du 7 octobre. Et ce zoom-là a lieu, comme a dit Shiraz, un jour où malheureusement, une date clé pour la France, où le RN est vraiment aux portes du pouvoir, un parti qui prône, qu'on le veuille ou non, qui prône la haine et le rejet de la différence de l'autre. Et justement, comme tu en as parlé, ton roman traite du conflit au Liban, le conflit entre les Libanais eux-mêmes, comme l'a signalé Zainab, ou aussi d'autres conflits avec les Palestiniens, les Syriens, les Israéliens ou autres. Est-ce que toi, Juliette, tu considères ton livre comme engagé ou c'est vraiment un roman? Et est-ce que tu crois vraiment au pouvoir des mots? Est-ce que tu penses que raconter des faits, de montrer par une histoire, par un roman, que les générations futures seront toujours peu ou prou un petit peu subiront les conséquences des conflits, des guerres et tout. Est-ce que tu penses au pouvoir des mots pour une prise de conscience des générations actuelles et futures? Clairement, oui. J'ai l'impression, ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais que c'est mon pouvoir, mon super pouvoir un peu. Mais je dis ça en toute modestie, je veux dire que j'ai la chance de vivre dans un pays où je peux écrire comme je veux, j'ai cette liberté d'expression. Après, qu'elle plaise ou non, c'est pas ça.
Oui, je suis persuadée que les mots, la connaissance de l'autre, c'est ce que j'essaye aussi de faire passer dans mes ateliers. Aller à la rencontre de l'autre, découvrir une autre culture, se confronter. Oui, l'autre est différent, mais l'autre ne fait pas peur. Euh, et je suis persuadée, je vous parlais tout à l'heure de correspondance entre français et libanais, mais, ou de quête d'identité, je suis persuadée qu'en mettant des mots sur tout ça, en posant une réflexion sur tout ça, qu'elle passe par la fiction ou pas, je suis persuadée que ça amène d'une manière ou d'une autre à un monde plus pacifique. Alors, je suis peut-être très utopiste, hein, mais oui, je crois en le pouvoir des mots. Et il y a des mots qui font très mal. Euh, alors j'imagine qu'il y a des mots qui font beaucoup de bien aussi. Encore une fois, c'est binaire, c'est un peu naïf comme remarque, mais oui, j'espère que ça peut permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, ce roman-là, il est bien malgré lui et bien malgré moi, hein, très très en résonance avec l'actualité. Ce sont des faits qui ont existé et moi, j'ai écrit une histoire qui est sur ce fil-là entre fiction et réalité. Euh, je suis la première que ça a perturbé parce que bah, je me souviens d'avoir dit à mon éditrice, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr qu'il sort le 27 octobre 2003, t'en es sûr? Et elle m'a dit oui, mais évidemment, on n'arrête pas la sortie d'un livre comme ça juste parce que j'ai peur. Euh, mais c'est quand même très troublant. Et j'espère, mais c'est pas forcément ce que j'espérais en écrivant. J'espère que cette histoire-là peut permettre juste de se mettre à la place d'enfants et de comprendre ce qui se passe dans le monde. Je sais pas si j'ai répondu à toutes les parties de la question, mais Lilia. Oui, oui. Pardon, j'avais désactivé le micro, donc je faisais comme ça, mais oui, oui. On passe à la question, à l'avant-dernière question, celle d'Hélène. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, en fait, oui, Juliette, tu as déjà donné une réponse à ma question parce que tout le long de ma lecture, je me disais, mais le multiculturalisme devrait être une richesse pour nous tous. Et un pays superbe comme le Liban, qui unit voilà, tant d'histoires, tant de peuples. Mais comment ça se fait que ça devient source de guerre, de haine, de guerre sans fin et sans vainqueur? Et qu'est-ce qu'il y a qui cloche chez nous et comment on pourrait... est-ce que tu penses, je voulais te demander, est-ce que tu penses qu'il y a une issue à tout ça? Mais tu as déjà un peu répondu. Mais pour moi, quand même, je reste sur ma faim parce que je ne comprends toujours pas. Je ne comprends toujours pas comment est-ce possible et pourquoi, voilà, on en arrive. Nous, en France, aujourd'hui, heureusement, on n'est pas en guerre, mais on voit très bien comment ce penchant apparaît facilement et pourquoi l'être humain ne peut pas se nourrir de la différence plutôt que de s'autodétruire avec. et c'est une question que je me pose aussi et ça rejoint ce que je disais à Lilia. Heureusement qu'on a les mots pour en parler, heureusement qu'on peut débattre, qu'on peut échanger, qu'il y a cet objet livre là qui nous permet de se poser des questions. Euh, Moi aussi, ça me dépasse. Ça me dépasse de me dire que potentiellement ce que j'ai écrit, c'est réel, que ça se passe à Gaza, que ça se passe en Ukraine, que ça se passe partout où il y a la guerre. Comment c'est possible que l'être humain aille encore jusqu'à déclarer la guerre? On est en 2024. J'ai écrit ce livre en 2020. Enfin, Mhm. il fait référence à des faits de 1982, mais en fait, c'est quoi? C'est une guerre sans fin, ça recommence tout le temps. Il Oui. y a mais cette part de désespoir quelque part et d'incompréhension et d'injustice où j'aurais envie de tout brûler pour que ça s'arrête, je ne peux que la canaliser dans les mots. C'est... C'est Mais joli ce que tu as dit, Hélène. Une guerre sans fin et sans vainqueur. ouais, exactement. Oui, c'est pour ça. Mhm. Et Euh, aussi, juste Shiraz, une remarque que je voulais juste complimenter Juliette, parce que en fait, le fait qu'elle ait donné la parole à des enfants qui sont morts, qui n'ont pas pu parler dans ce livre-là. Tu vois, cet entre-deux, je trouvais que c'était très beau comme idée à ces victimes inconnues et qui n'ont pas pu participer à cette guerre. Mm.
parce C'est- qu'ils sont, voilà. Peut-être est-ce pour ça qu'ils étaient aussi manichéens, finalement, parce que ils appartiennent au paradis? Je ne sais pas. En tout cas, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'aller au bout de leur histoire et que finalement, ce Georges qui vous parle, il n'a jamais dépassé l'enfance. Mm. Oui. Et ça c'est un thème, il y a les enfants de la vie, mais je me suis rendu compte aussi après que c'est un thème qui m'est beaucoup resté. Les enfants pendant la guerre, ça me dévore, enfin, comme la plupart d'entre nous, bien sûr, mais il y a tellement de, je sais pas comment le dire autrement, il y a tellement d'injustice, ça me dévore de l'intérieur, en fait. Et c'est pour cette raison-là que Georges et Joumana ne, ne sont que des enfants et qui ne deviennent jamais des adultes, parce qu'il fallait que ce soit eux qui parlent de cette façon-là. Juliette, je me rappelle que tu avais réagi à notre lecture euh, du microphone, là, le livre qui n'est malheureusement pas traduit Oui, en oui, oui, français. oui. Voilà. Dans ma revue, j'avais posé une question et qui me taraude toujours et que je poserai à tous les Libanais que je connais, parce que nous, le Liban, on le connaît sous une certaine forme et on le découvre sous une autre forme. Et donc, cette question qui me taraude chaque fois que je lis sur le Liban, pourquoi ce décalage entre la littérature et les productions cinéma ou télé? D'un côté, on souligne les conflits et l'héritage de la crise et la misère que cela a engendré. Et de l'autre côté, on nous montre toujours un Liban bling-bling, une grosse arnaque pour le néophyte. Donc, pourquoi? Je ne comprends pas. Je comprends pas non plus. Je comprends pas non plus. Moi, déjà, j'ai dû me débattre, je vais dire, avec ce- J'ai eu la chance, en fait, qu'on me transmette le Liban. Alors, mon père, mais évidemment, toute ma famille libanaise, vraiment, de... moi, je l'ai vu des yeux de l'enfant émerveillé jusqu'à 2006, hein, où là, j'ai commencé à réaliser que c'était aussi la guerre et à comprendre les choses. Je voyais ce côté bling-bling, clinquant, mais je voyais aussi, en fait, très généralement, tout le côté paradoxal du Liban. Tout est comme ça. Et un immeuble criblé de balles en face d'une tour en verre, un trottoir de riches et un trottoir de pauvres, j'exagère, hein, mais j'ai l'impression que j'ai toujours connu ces deux facettes-là. Je comprends pas non plus pourquoi ça se passe comme ça. Comment c'est possible en fait que dans un pays qui va si mal, où la moitié de la population vit dans une extrême pauvreté, comment c'est possible qu'on nous montre les images de l'extrême richesse? Et en même temps, j'ai aussi l'impression que Liban est un mot qui rime avec paradoxe et extrémité. Je m'explique pas ça. Peut-être qu'un jour, on verra dans la littérature et dans les films ce côté bling-bling et qu'on le remettra en question, je sais pas. Mais pour moi, ça fait partie inhérente presque à la définition du Liban. Ces écarts, ces bonds entre tout. Cette capitale attaquée, puis qui se reconstruit, puis attaquée, puis qui se reconstruit. Puis... En tout cas, ça restera toujours le Liban de Fayrouz, Bhabak el Abnen, on le chantera toujours. Zainab, En fait, pour rebondir un peu sur ce point-là, je pense que c'est ce qui fait la force du Liban malgré tout. C'est ce paradoxe-là. C'est moi personnellement ce qui m'a impressionné la première fois où j'ai visité le Liban, c'était comme tu viens de le dire, de voir les traces des balles sur les murs. Et juste après, tu vois des quartiers chics. Puis après, tu vas découvrir les plages avec les gens qui ont la joie de vivre. Donc, qui est impressionnante. Moi, parce que moi, j'ai été en 2006, en fait. En 2006, l'année où il y a eu la guerre. Je devais y aller et j'ai pas annulé et j'y suis allée quand même. Et mes amis m'ont écrit quelques jours avant pour me dire ne viens pas. Hmm. Et je leur ai dit je viens quand même. Donc quand je suis allée, c'était ma deuxième fois où j'étais au Liban. Et cette deuxième fois, j'ai remarqué la différence dans le sens où il y avait les traces de ce qui s'est passé, mais en même temps, il y avait toujours cet espoir
chez ces jeunes et ces moins jeunes. Parce que quand tu vois la génération des parents, des grands-parents de mes amis, et quand je vois mes amis, et ces trois générations qui continuent à avoir espoir en Mm. l'avenir. Donc, alors je disais toujours que, et je continuerai à le dire, c'est que il faut toujours garder cet espoir et cette joie de vivre malgré tout pour qu'on puisse enfin arriver à un jour où il y aura ce qu'espère le peuple libanais et ce qu'on espère nous-mêmes pour le peuple libanais. Parce que un tout petit pays, un beau pays et qui mérite vraiment d'avoir la paix finalement pour pouvoir vraiment vivre pleinement leur vie et arrêter de vivre dans cette guerre infinie, quoi. C'est très, très porteur d'espoir d'entendre des mots comme ça. euh, Parce que pour le coup, moi, je l'avais jamais vu dans les yeux des Libanais, le désespoir. Je l'ai vu, la dernière fois que je suis allée, c'était en 2022, je l'ai vu. Mais je sais que les Libanais n'aiment pas qu'on parle de résilience, n'aiment plus qu'on parle de résilience. Pas que les Libanais, hein, Juliette. Oui, oui, bien sûr. Mais là, je parle vraiment dans Ah, le cas de c'est un figure. mot que ça suffit, qu'ils arrêtent de Ouais, nous le dire. il a bon dos, disons. C'est facile de parler de résilience. Je l'ai vu ce désespoir pour la première fois en 2022, en me disant, moi, j'ai pas le droit de ne plus avoir d'espoir. Je suis la diaspora, je ne vis pas au Liban, j'ai la chance d'être élevée dans un pays où je vis bien. Je ne peux pas perdre l'espoir. Si nous, on perd espoir, il y en a plus en fait. Et pourtant, les Libanais ont les ressources de se relever à chaque fois. Je pense pas que ce soit de la résilience, ils sont pas plus fous que les autres. J'ai écrit un texte à ce sujet-là il y a pas si longtemps que j'ai gardé pour moi, mais ils sont pas plus fous que les autres et ils se relèvent parce qu'ils sont bien obligés de se relever, mais comme tout être humain en difficulté. Je comprends qu'on le rejette et en même temps, c'est vrai qu'ils ont cette force-là, mais comme les autres, comme toute personne qui souffre et qui essaye de s'en remettre. Juliette, en parlant de paradoxe et du Liban, de ce de toutes ces forces positives et négatives qui se côtoient, je ne sais pas si tu as lu un roman qui s'appelle Le jour où Nina Simone a cessé de chanter. J'y ai trouvé toute cette force du Libanais qui se relève tout de suite. C'est-à-dire, il est attaqué, il est au pied du mur, il est bas par terre et il se relève tout de suite et il va danser, il va chanter et tout. Et ça m'amène à te demander la question classique qu'on pose toujours à la fin de notre échange. Qu'est-ce que tu lis et qu'est-ce que tu peux conseiller aux lecteurs de notre groupe comme lecture? Alors, pour répondre à la première partie, oui, j'ai lu ce livre qui m'a traumatisée. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Je l'ai lu d'une traite, je me souviens, sur une journée en juillet. On parle des paradoxes, hein, une journée où il fait un grand soleil, tout est beau, c'est l'été. Enfin bon, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai admiré la plume de l'autrice, mais vraiment, il m'a traumatisée. Euh, Il y a une lecture, à chaque fois je réponds la même, mais parce que c'est pareil, c'est un livre qui m'a marqué. Je ne sais pas si vous avez lu Le livre des reines de Joumana Haddad. Oui, oui. Ce livre a été un déclencheur de plein de choses dans mon écriture à moi. Je le recommande. À chaque fois que je peux, je le recommande. Euh, Je crois qu'en arabe, il s'appelle Makinat al-Khiyata. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, le livre des reines de Joumana Haddad. Ouais. et j'ai eu la chance de la rencontrer et la femme est vraiment à la hauteur de ce qu'elle écrit. C'est-à-dire qu'elle est aussi engagée que ce qu'elle écrit, quoi. Cette femme est passionnante. Euh, Grande journaliste aussi. ouais, vraiment, elle se décrit comme une femme arabe libre. C'est exactement ce qu'elle est et c'est exactement l'espoir qu'elle donne, je trouve, hein, aux femmes qui chercheraient peut-être à s'émanciper. En tout cas, moi, elle m'a apporté beaucoup dans mes lectures et la façon aussi d'écrire mes histoires et de ne pas avoir peur d'écrire de la violence. Parce, parce qu'il n'y a pas raison d'avoir peur. Là où, avec Darina Al-Joundi, j'avais juste été traumatisée. Qu'est-ce que je recommande comme lecture? En fait, moi, je lis de tout et je lis pas forcément des livres qui ressemblent à ce que j'écris. Peut-être je pourrais parler d'un dernier coup de cœur que j'ai eu.
Je réfléchis, pas dire de bêtises. Là, en ce moment, comme je suis en phase d'écriture, j'ai du mal à lire des livres comme par exemple le livre des reines ou des livres qui se déroulent au Proche-Orient, au Moyen-Orient, ça se télescope, j'y arrive pas. Euh, Mon livre préféré, c'est Les 4 filles de Dr. March. Je sais pas si ça va aider grand monde. Oui. Et un des derniers livres que j'ai lu, je pense que l'autrice s'appelle Suri Walker, mais je suis pas sûre du nom et je suis plus sûre du titre. Je fais une recherche rapide, je triche. Je cherche sur le titre parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est l'histoire d'une famille et donc ça se passe dans les années 60, je crois, en Amérique. Et les filles de cette famille meurent dès qu'elles sont mariées. C'est très étrange comme histoire et j'ai adoré. Vous voyez, je recommande des choses qui se... Voilà, Les voleurs d'innocence. J'ai triché, c'est bon. Les voleurs Les d'innocence. voleurs d'innocence. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Euh, et j'ai lu un autre livre bouleversant qui n'a rien à voir, vraiment rien à voir, qui s'appelle Rendors-toi, tout va bien, de Agnès Laurent, qui est un polar. Je vais pas en dire plus parce qu'elle l'a écrit de sorte qu'on ne sait jamais, enfin, on ne sait jamais, on ne sait pas où elle veut nous emmener et elle nous y emmène de façon très percutante. Du coup, c'est Euh, très Ça, obscur ce c'est que je pour dis. Lilia, ça. Voilà. Et c'était. Et Zainab, Je, oui. Voilà. celui-là, je l'ai déjà lu. Ah bah Ah, voilà. d'accord, d'accord. Donc, Et- une revue Zainab alors, hein, s'il te plaît, pour le groupe. Euh, Juliette, écoute, on a été ravis de Moi aussi. recevoir. On remercie Lilia qui t'a recommandé et qui nous a dit que avant d'être l'auteur que tu es la belle personne que Lilia a beaucoup aimée. J'espère que tu as aimé cet échange avec nous. À un moment donné, je te sentais un petit peu stressée. C'est sûr que ça change d'un public de collégiens. Ah bah Euh, oui. voilà. Oui. Mais j'espère qu'on t'a pas comment dire, soumis à la question, on va dire. Non, non, non. En fait, je suis, comment dire, je me suis préparée avec ce livre-là parce que je sais qu'il peut amener des questions qui sont difficiles, mais quand c'est intelligemment mené comme là ce soir, bah oui, je suis stressée parce que c'est un principe aussi chez moi d'être stressée à chaque fois qu'il faut intervenir, mais ça se passe bien, c'est réfléchi, c'est passionnant. Moi, je vais repartir de cette rencontre avec plein de questions encore en tête, de remises en question aussi. Donc c'est normal que c'est mieux même que ça me stresse un peu. Il faut que ça m'amène à évoluer, sinon c'est pas que j'en tire rien, c'est pas ça, c'est que je veux en tirer de la richesse. Donc non, non, personne ne m'a perturbée avec, avec les questions. Au contraire, heureusement qu'elles sont là. En tout cas, on te remercie encore une fois d'avoir accepté notre Ah, invitation. merci à vous. On est dans les Merci. temps. Oui, on Zainab est bien va dans les temps, c'est continuer. parfait. C'est super. Merci beaucoup à vous de m'avoir donné la Merci. parole. Merci Lilia de ce soutien qui apporte beaucoup, beaucoup à la jeune autrice que je suis et à vous toutes. Je voulais juste, j'ai triché comme toi, Juliette. Ah, Je voulais juste corriger. Le livre d'Eren s'appelle en arabe Bint el Khayata. Voilà, D'accord. pour les lecteurs en arabe. Merci beaucoup et un prochain roman, j'espère. ouais, j'espère aussi. Merci J'arrête beaucoup. l'enregistrement, hein. Oui, ça marche.